Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. Nous poursuivons notre série de rétrospectives et l'heure est au bilan climatique, un bilan mondial qui témoigne d'une accélération brutale des phénomènes extrêmes et d'un système politique international sous haute tension. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Si les années précédentes étaient celles de l'avertissement, 2025 a été celle de la confrontation directe. Confrontation entre une biosphère qui s'emballe, marquée par des anomalies thermiques océaniques sans précédent, et des sociétés humaines forcées d'arbitrer entre la gestion de l'urgence immédiate et la planification de leur survie à long terme. Les crises se multiplient, alimentaires, migratoires et financières, crises qui font du climat le pivot central de la stabilité internationale. De la ferveur militante dans les rues de Belém lors de la COP 30 jusqu'aux salles de conseil des grandes banques centrales, la question n'est plus de savoir si le monde doit changer, mais à quelle vitesse il peut encore le faire. Et dans ce contexte international, le Maroc a vécu une année de contrastes saisissants, oscillant entre l'inquiétude d'un stress hydrique structurel et l'espoir suscité par un retour salvateur des précipitations en fin d'année. 2025 a surtout été l'année d'une mobilisation nationale. Sous l'impulsion des hautes orientations royales, le Royaume a transformé l'urgence climatique en un chantier de souveraineté. Des chantiers titanesques, des stations de dessalement à l'achèvement de nouvelles autoroutes de l'eau, le Maroc a prouvé sa capacité à déployer des solutions d'ingénierie de pointe pour sécuriser son avenir. Et cette rétrospective 2025 dresse justement le bilan d'un Maroc qui tente de s'adapter à une réalité devenue urgente et se prépare à entamer une année 2026 placée sous le signe de la gestion intelligente de la ressource et de la transformation profonde de notre modèle agricole. Vous l'avez compris, aujourd'hui, il est plus que jamais temps de choisir entre une adaptation forcée, subie, et une transformation choisie, réfléchie. On va justement en parler ce soir avec nos experts. Monsieur Abderrahim Qseri, d'abord, vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences de la vie de la Terre. Vous êtes également membre du CESE. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Avec nous également Monsieur Mohamed Saïd Qarrouk, vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également ex-membre du GIEC. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé, madame. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs de Médéane TV. Et bonjour à votre invité, Sir Qseri. Marhaba. Alors, on va se retrouver justement pour faire le bilan climatique de cette année. Monsieur Qseri, je commence avec vous. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, justement, on est en fin d'année, les événements les plus marquants, climatiquement parlant, pour l'année 2025 ? Oui, si on parle au niveau mondial, bien sûr, c'est l'accélération des phénomènes climatiques extrêmes. Pour une simple raison, c'est que l'objectif de maîtriser l'augmentation de température de notre planète par rapport à la moyenne de 1,5 degrés, comme le stipule l'accord de Paris, jusqu'à 2100, ce n'est plus possible puisqu'on a dépassé les 1,2. Et donc, ça veut dire que les phénomènes extrêmes, on les voit, des températures beaucoup plus élevées au niveau des pôles avec une fonte accélérée, parfois jusqu'à 7 fois plus que dans d'autres régions. Et des signes alarmants, comme on a vu au Canada, des forêts qui brûlent de manière continue, où l'État n'arrive même pas à pouvoir les éteindre. Il faut attendre les pluies, attendre la neige pour pouvoir mettre fin à ces feux. Même chose, on avait en Malaisie, en Asie, des inondations très fortes. En Malaisie, en Thaïlande, en Vietnam, en Philippines. Même chose avec des dégâts encore plus forts. La même chose pour ce qui s'est passé aux États-Unis, en Amérique. Et on a vu aussi au niveau de la Méditerranée, c'est la même chose. Et peut-être qu'on va parler du Maroc, même si pour la première fois on a vu les pays nord-méditerranéens qui souffrent
énormément comme les pays du sud méditerranéen, avec une sécheresse pointue, avec des problèmes d'eau, avec des problèmes aussi de feux de forêt. Et donc, les inondations qui sont mortelles, on les a vues, et on les a vécues malheureusement au Maroc. Allah yarham الناس ديال اسفي. On espère vraiment. Donc, les dégâts s'accélèrent. Et le GIEC, Seqroq, on faisait partie. Ça fait 30 ans qu'il ne cesse de le dire. C'est 30 COP. Chaque année, on a une COP. Et les rapports et les chercheurs comme Seqroq et toutes les équipes ne cessent de le répéter. Et on a Abdallah Moqset, ex-directeur de la météo, qui est le secrétaire général de la GIEC. Il n'arrête pas de le dire. Les événements vont devenir de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Et c'est ce qu'on voit. Et donc, il faut absolument, vous l'avez dit, changer complètement de paradigme dans notre modèle de développement qui cause et qui creuse ces problèmes et creuse les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres par rapport à la résilience, mais aussi à l'intérieur d'un pays entre les populations vulnérables et les populations qui ont la capacité de résister. Vous l'avez dit, il faut changer de paradigme par rapport à notre développement actuel. Il n'est plus l'heure d'alerter ou d'avertir, on est déjà dans la réaction urgente face à des phénomènes de plus en plus extrêmes. Monsieur Kharouk, justement, vous, quel état des lieux faites-vous justement cette année? Alors, il faudrait rappeler qu'il y a une grande erreur dans notre culture vis-à-vis de ce qui se passe dans notre climat. Parce que tout le temps, on fait référence à un climat dans lequel on a évolué, surtout les personnes de ma génération et ceux qui sont avant. Ce climat n'existe plus. Et donc, on qualifie tout ce qui est un peu... je ne dirais pas hors norme, c'était hors norme, maintenant c'est la norme. D'exceptionnel, ce n'est pas exceptionnel. D'extrême, encore une fois, ce n'est pas extrême. On est face à une nouvelle réalité de l'extrême. On est témoin tous les jours d'événements qui se déroulent un petit peu partout dans le monde et le Maroc n'y échappe pas, justement. Exactement, l'extrême est la règle alors. Il ne faut plus parler d'extrême, c'est la règle d'aujourd'hui. C'était l'extrême par rapport à ce que nous avons vécu auparavant. Et donc la référence, il faudrait la prendre en considération. Ceci dit, la planète Terre, la température de la planète Terre a augmenté en raison de l'augmentation du bilan énergétique de la Terre. Et ça, je fais référence à mes travaux personnels pour vous dire que depuis au moins 2010, je me permets d'appeler le climat dans lequel nous vivons d'un nouveau climat. Pour la raison principale, c'est son moteur qui a évolué, qui est le bilan énergétique. Et avec l'augmentation de ce bilan énergétique, la température suit rapidement. Alors le gros défi au niveau planétaire, c'est que ce bilan énergétique continue d'augmenter. Ça, c'est grave, parce qu'il ne peut pas continuer de grimper sans cesse. C'est pas normal, on ne va plus pouvoir vivre. Et je ne suis pas pessimiste quand je dis ça, parce que le climat, c'est un moteur. Et si on a un moteur qui fonctionne plus rapidement que ces normes, ou alors que nous avons l'habitude de voir, c'est nous qui ne vont pas suivre. Et donc, malheureusement, il y aurait un grand bouleversement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ceci dit, on est dans une phase transitoire. Ce climat va encore continuer de se réchauffer. Et donc, si on est aujourd'hui dans un nouveau climat, c'est un climat de transition. Il y aura encore un autre climat différent de celui-là, plus chaud que celui-là. Et par conséquent, nous vivons au niveau planétaire des événements extrêmes. Alors, ces événements extrêmes sont matérialisés dans deux événements, si vous voulez, ou deux caractéristiques. Le premier, il est thermique. Le second, il est hydrique. Sur le plan thermique, nous avons des températures qui ont été... c'était des records. Et chaque année, il y a des records par rapport à l'année précédente. Et donc, on vise tout le temps des records, et c'est tout à fait normal parce que la température ne fait que suivre le bilan énergétique. Sur le plan du cycle de l'eau, le cycle de l'eau est très sensible à la température. C'est la température qui contrôle le cycle de l'eau. Ça commence par l'évaporation qui devient plus important qu'il ne l'a été, certes,
et donc beaucoup d'eau qui était sur le sol, sur Terre, et sont aujourd'hui transmises à l'atmosphère, ils vont y rester, parce que quand la température augmente, le pouvoir de l'atmosphère aussi, il augmente. Hein. Et ceci va nous donner immédiatement une sécheresse, parce qu'il y a une évaporation sans retour de l'eau. Et pour qu'il y ait ce retour de l'eau, il faudrait que l'atmosphère soit saturée, puisque l'atmosphère devient plus large qu'il ne l'a été. Je peux l'imaginer comme ça pour faciliter l'image. Hein. Il devient plus large qu'il ne l'a été. Ça prend du temps pour la saturation. Et ici, je peux donner l'exemple de retour de l'eau de 2006. Hein. 2006, ça a pris plus de 25 ans depuis le début des années 80 pour qu'il y ait cette saturation. Et que cette eau soit de retour et qui nous a donné des inondations au Maroc, mais aussi à travers tout l'hémisphère nord. Hein. On l'a compris. Cette phase est passée. Monsieur Kharrouk, on l'a compris, des températures qui sont de plus en plus alarmantes. D'une année à l'autre, on enregistre des nouveaux records de chaleur, justement. 2024, puis 2025. Vous parlez d'un nouveau climat, Monsieur Kseri, j'aimerais vous interpeller là-dessus. Donc, en parlant de ces températures qui augmentent, on parle de la barre des 1,5 % de degrés Celsius qui a été dépassée. Oui. Comment est-ce que cela a été vécu ? Oui, en réalité, le dérèglement, il est là, on le vit. Il tue, il détruit, il appauvrit. Peut-être que certains ne sont pas touchés directement, donc ils n'ont pas cette sensibilité. Pour le moment. Oui, pour le moment. Mais ceux qui ont été touchés, que ce soit dans leur ville, dans leur famille, dans leur maison, vraiment, ils sentent vraiment que les dégâts sont énormes. Et donc, on le vit difficilement parce que nos pays, surtout les pays en développement, ils n'ont même pas les moyens de réparer, d'accompagner ces populations parce qu'ils perdent leur source d'économie. Il y en a qui vont la perdre de manière temporaire et d'autres pour une manière continue. Et il y en a qui perdent aussi leur habitat, les villes perdent leur infrastructure et tout ça, ça coûte cher. Et parce qu'il coûte cher, même si on a un fonds de lutte contre les catastrophes de solidarité, ce fonds ne peut pas répondre à tous les besoins. Et c'est pourquoi, à chaque fois, on trouve que ce qui se passe dans les catastrophes naturelles ou autres, il y a toujours un retard pour indemniser ces gens, pour accompagner ces gens. Et malgré ça, ça touche l'éducation des enfants, ça touche les familles lorsqu'ils ont perdu un parent ou un membre de la famille. Et donc, c'est vraiment des problématiques et des crises sociales, économiques, financières et psychologiques qu'il faut considérer. Et devant tout ça, c'est difficile de les estimer parce que lorsqu'on perd quelqu'un, on ne peut pas vous indemniser. Lorsque les enfants perdent leurs parents, il n'y a pas d'indemnité. C'est pourquoi la réparation, c'est toujours impossible d'être complète. C'est une réparation toujours limitée et cette réparation, elle est longue, elle a beaucoup de retard. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les études et les expériences démontrent qu'un dirham ou un euro qui est investi dans la précaution, dans la prévention, dans l'anticipation, il peut nous économiser 100 000 dirhams et beaucoup plus lorsqu'on ne fait pas cet investissement. Et c'est pourquoi nous, en tant que pays, on n'a pas le choix. Il y a le 13 octobre, il y a une recommandation de la SVT de Safi qui l'a lancée. Le 13 octobre de chaque année, c'est pour les Nations Unies l'ont mis pour lutter contre les changements climatiques. Normalement, dans toutes les communes, les douars, les villes, il faut absolument qu'il y ait des études, surtout par rapport à ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est d'abord stopper ce mode d'aménagement et d'urbanisme qui ne tient pas compte de ce changement dont parlait Kharrouk. Le changement complet du climat exige... De ce nouveau climat, ce nouveau climat, il exige d'abord des normes totalement différentes par rapport à l'infrastructure, c'est-à-dire les canaux d'évacuation, comment on les fait par rapport à séparation, les ruelles, la largeur des ruelles, mais surtout par rapport à l'artificialisation. Il faut arrêter de cimenter les villes, il faut rendre aux villes des espaces avec des normes nouvelles. Ce n'est pas 15 mètres carrés par habitant.
sans parler où ce sera à 1 km ou à 11 km de la résidence de la personne. Non, c'est une nouvelle norme qui parle de 2 hectares à 300 mètres de la résidence de n'importe quel citoyen et 20 hectares à une distance de 2 km. Et les autres, des pays et des villes qui sont résilientes et qui travaillent dans ce sens, ils l'ont réalisé, au moins pour les extensions urbaines nouvelles. Il ne faut plus aller vers une artificialisation. Ce n'est plus les promoteurs immobiliers qui doivent dicter vraiment le schéma d'aménagement de nos villes. Il faut absolument stopper ça. Et autour des villes, il faut arrêter cette extension parce que l'extension urbaine, ça complique énormément. Et donc, autour des villes, il y a, comme ce qui a été fait à Rabat, une ceinture verte. Mais c'est difficile de la faire de la même manière. La proposition qui est avancée maintenant, c'est autour des villes, appuyer les agriculteurs qui existent déjà dans leur terrain privé, appuyer tous les espaces qui sont domaniales ou de l'État pour que ce soit des espaces d'agriculture, d'arbres fruitiers, mais aussi d'économie du bien-être, leur donner les agréments, leur donner l'accompagnement, la formation, mais aussi essayer de leur donner toute l'expertise nécessaire pour qu'ils se transforment en espace de vie avec une connectivité avec le centre de la ville pour que ces gens-là, avec leurs enfants, vivent bien et créent de l'emploi tout en garantissant autour de la ville, bien sûr, des espaces d'agriculture urbaine, des espaces de forêt urbaine, mais qui ont un rôle économique. Et ça permettra au développement des villes d'aller vers les douars, les villages satellites, tout en renforçant la connexion avec des trains de 10 minutes, 20 minutes maximum. Et ça va régler le problème de foncier dans les villes et ça va réduire l'extension parce que ce qu'on est en train de voir, c'est totalement l'inverse des villes qui se lient. On l'a bien compris, c'est tout un écosystème qu'il faut aujourd'hui adapter à cette urgence climatique dont les conséquences, vous l'avez très bien dit, peuvent être irréversibles, ne peuvent pas être réparables, quels que soient les fonds justement mobilisés. Monsieur Karouk, est-ce qu'il s'agit maintenant, quand on parle justement de ce dépassement de 1,5 degrés Celsius, est-ce qu'il s'agit d'une anomalie qui pourrait être temporaire ou est-ce qu'on est dans un basculement déjà définitif vers un nouveau régime climatique, comme vous le disiez tout à l'heure? Alors déjà, il faudrait que je rappelle que le GIEC a recommandé, ou les scientifiques avant le GIEC, ils ont recommandé qu'on ne dépasse pas les 2 degrés Celsius. Et c'est ça la référence de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992. Le sommet de Paris, où on a eu l'accord de Paris, il a ajouté, pourquoi pas 1,5 ? Parce que pour ne pas parvenir à 2, il faudrait essayer de ne pas parvenir à 1,5. Et apparemment, ce pari n'a pas marché. C'était prévu qu'il ne marchera pas parce que l'économie mondiale n'a pas suivi l'accord de Paris. Vu que aussi il y a des priorités pour pour l'économie mondiale, le réchauffement climatique n'est pas prioritaire, certes. Alors aujourd'hui, le 1,5 est passé. Il était dépassé en 2023, mais aussi en 2024. Et 2025, il va suivre, mais je ne pense pas qu'il sera plus chaud que 2024. Certes, le 1,5, aujourd'hui, c'est un résultat. La température qu'on a, c'est un résultat d'un système très interactif et très complexe. Dedans, il y a le rôle de l'océan. Alors, en 2023, les océans du monde, les grands océans, principalement l'océan Pacifique, mais aussi l'océan Atlantique, ils ont connu comment on appelle ça? C'était la goutte qui a fait couler le verre, n'est-ce pas? Il y a un dépassement de la température normale des océans. Pour la première fois, les océans ont été beaucoup plus chauds que d'habitude, les eaux océaniques en particulier.
Et ceci est très alarmant, puisque la température de l'atmosphère et les issues des océans par l'occasion. Et donc, l'océan, lui, il absorbe l'énergie solaire. Il l'absorbe en profondeur, il la distribue avec ses courants, etc. Et cet océan est une énorme batterie, mais c'est une batterie qui est résistante, qui a une longue vie. Hein. Ça ne va pas disparaître demain. Hein. Et en se basant sur ça, il faudrait dire que le 1,5, il faut l'oublier, il faut apprendre à vivre avec. Hein. Et le malheur, c'est que si les conditions continuent de la même manière, ça va encore augmenter beaucoup plus que ça. Hein. Et quand la température augmente, tout suit, hein, puisque le climat se situe au sommet de la pyramide environnementale. Tous les complexes environnementaux suivent. Et en particulier, ce qui nous concerne énormément, c'est le cycle de l'eau, encore une fois, hein, via les sécheresses ou les inondations. Et ils vont ensemble, hein, puisque l'évaporation a augmenté et l'atmosphère a augmenté aussi de capacité. S'il y a condensation, il y a énormément d'eau qui revient sur Terre. Et c'est pour cela que nous avons vécu depuis 2006 des inondations à travers le monde. Hein. C'est pas parce que seulement l'eau est beaucoup plus importante ou abondante par rapport à ce qu'elle a été. C'est peut-être ça, mais les infrastructures ne peuvent plus assumer les missions pour lesquelles elles ont été faites. Parce qu'elles ont été faites pour un autre climat. Et pour rappel, toutes les infrastructures planétaires ont été développées pendant le 19e ou le 20e siècle. Aujourd'hui, il faut revoir tout ceci. Hein. Il faut la réhabilitation de toutes ces structures. Et je laisse de côté la biodiversité, les maladies, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas parler de tout ça. Hein. Justement, dans ce contexte, quel bilan peut-on faire, M. Kharouk, de la COP 30 ? Alors la COP 30, il n'a fait que couronner les COP qui l'ont précédé. Depuis 2009, en réalité, depuis la COP de Copenhague, hein, le monde ne parle plus de réchauffement climatique, il parle de l'économie climatique. Et ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le réchauffement climatique. Hein. On parle des caisses, on parle des aides, on parle que font les Américains, que font les Chinois, etc. Et s'ils ne sont pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Alors, par contre, s'ils sont d'accord, ces trois, on dit que la COP a réussi. Et en réalité, depuis la COP de Copenhague en 2009, rien ne marche dans la question de l'atténuation. On parle surtout de l'économie des pays du Sud qui ont compris que leur rôle dans les négociations sont dépassés et donc ils ont exigé que ce soit les aides qu'ils méritent, qu'ils ont besoin parce qu'ils n'ont pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et finalement, cette COP, COP 30, elle nous a donné la preuve que les multinationales, elles font ce qu'ils veulent de l'économie mondiale. Hein. Et donc, on a fait fi sur tous les combustibles fossiles. Alors, on n'en parle plus. Hein. Un bilan, en tout cas, assez pessimiste, en tout cas, que vous tracez de cette COP 30. Monsieur Khseri, justement, ce sommet de Belém a-t-il réussi, selon vous, à imposer de nouveaux objectifs de réduction pour au moins d'ici l'année 2030 et l'année 2035 sur la prochaine décennie, ou est-ce que selon vous c'est déjà voué également à l'échec? Et puis, puisque M. Kharouk parlait actuellement des fonds qui vont être mobilisés pour la réparation et les dégâts, vous en parliez tout à l'heure également, et bien justement, quid de ce fonds de réparation, de dommages et dégâts? Oui, en réalité, il faut le comprendre, depuis le départ, les négociations entre 196 pays, ils sont toujours très difficiles, on le sait. Nous, on est entre nous, rien qu'une seule population, et même parfois dans une seule commune, on trouve beaucoup de difficultés. Alors 196 pays, ils ont des intérêts différents, ils ont des
des conceptions totalement différentes, mais malgré ça, je crois qu'il n'y a pas de choix. Ce qui rend les choses les plus difficiles encore, c'est que c'est les plus forts qui ont le plus de moyens, qui sont les plus grands pollueurs, et c'est eux qui doivent payer. Et les plus pauvres et ceux qui n'ont pas un bon positionnement mondial, et donc pas de force, c'est eux qui doivent exiger des autres de payer un peu plus par rapport aux dégâts qui sont entraînés et l'impact négatif. Il y a aussi cette question de responsabilité qui doit être posée sur la table. Et on parle aussi peut-être des pays les plus pauvres, mais aussi le continent africain qui est le plus impacté finalement, alors que c'est celui qui émet le moins. Mais c'est ça l'enjeu des COP. L'enjeu des COP, c'est que vous êtes en Afrique, vous êtes le plus impacté et vous n'émettez même pas 4%. Donc, c'est vraiment, les émissions sont assez limitées, c'est faible. Mais malgré ça, c'est vous ce sont les Africains qui subissent le maximum de dégâts. Et ça, lors des négociations, c'est difficile d'imposer aux États. Et c'est pourquoi les négociations sont volontaires. Et donc, à chaque fois, on voit, par exemple, les États-Unis se sont retirés complètement des négociations. Il y en a, et parfois, ils peuvent donner, c'est-à-dire contribuer au financement d'un fonds, comme le fonds des pertes et dommages. Ils peuvent ne pas contribuer. Et tout reste volontaire. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Mais malgré ça, ça reste nécessaire et indispensable. Pourquoi ? Parce que malgré ça, on a eu l'accord de Paris. Et malgré ça, chaque année, les populations les plus vulnérables, ils intimident. Et ça aussi, c'est important de les intimider, de les responsabiliser. Que ce soit pour les responsables anciens, c'est la responsabilité historique des États-Unis avec l'Union européenne, le Canada et tous ceux qui se sont développés avec beaucoup de pollution, d'utilisation des énergies fossiles. Mais il y a aussi la responsabilité partagée maintenant avec les autres pays du Sud. Et maintenant, le premier pollueur, c'est la Chine. Beaucoup plus loin que tous les autres. L'Union européenne, c'est juste 7%. Mais malgré ça, c'est l'Union européenne qui paye. Les pays pétroliers qui en tirent profit aussi, ils ne payent pas. Et donc, il y a une certaine... Mais malgré ça, ça reste des négociations qui doivent se poursuivre. Et comme l'a dit Guterres lors de la COP 30, il a tout dit lors de l'ouverture de la COP. Premièrement, il a dit que la science... On est en train d'essayer de polémiquer autour de la science. La science, elle est claire, les changements climatiques, elle est exacte, les changements climatiques sont là, ils s'accélèrent. Et malgré ça, il y a des responsables politiques qui essaient de retourner en arrière avec des climato-sceptiques qui essaient de jeter un petit peu. Mais ils financent même des scientifiques, ils financent des acteurs de communication pour semer le trouble. Comme quoi, il n'y a pas de problème, la situation elle est comme ça. Alors que ça, c'est vraiment... Il a parlé de l'objectif de tous les médias du monde et surtout les Africains et les acteurs associatifs et scientifiques, c'est de lutter contre la désinformation. Maintenant, c'est programmé, il l'a dit, Guterres, c'est devenu... des mécanismes très forts. Deuxième chose qu'il a dit, c'est aussi, il a parlé du problème d'essayer d'impacter les pays et certains responsables au niveau même africain, au niveau d'autres pays, pour qu'ils n'accélèrent pas la transition énergétique. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la transition énergétique, ce n'est plus une question de climat. Elle est déjà acquise. Toutes les nouvelles technologies et les moyens nous permettent maintenant de ne plus avoir recours aux énergies fossiles. Mais il y en a qui font vraiment beaucoup d'efforts pour laisser ces énergies fossiles, ce n'est pas maintenant, mais sur une trajectoire de 10 ans. Mais il faut voir que les innovations, ils sont extraordinaires. Il y a les voitures, c'est plus de 1500 kilomètres sans avoir recours à aucune station de service, parce que c'est l'autonomie de 1500. Ils se dirigent vers 3000. Pour les avions et les bateaux, il y en a qui sont en train d'essayer des bateaux et des avions qui peuvent rouler jusqu'à 10 ans, avec d'autres types d'énergie qui sont utilisés dans d'autres domaines. Donc, les innovations sont en train d'entrer dans une phase de maturation. Mais des innovations certainement très coûteuses et des énergies certainement qui sont coûteuses, même si tout investissement aujourd'hui
sera une retombée économique importante mais demain. Pour le Maroc, par exemple, juste une comparaison avec l'Espagne, on a des chercheurs extraordinaires au Maroc, du nord du Maroc, qui ont fait les études nécessaires. En comparaison, l'efficacité énergétique en Espagne et les énergies renouvelables qu'ils ont fait en Espagne dépassent largement tous les besoins du Maroc. Et donc, ça veut dire que et lorsqu'on sait que le Maroc, c'est parmi les 5 meilleurs pays du monde en énergie renouvelable, que ce soit l'éolien ou le solaire, ça veut dire que le Maroc, qui n'a ni pétrole ni gaz, il a intérêt à s'inscrire. Et tous les Chinois, cette année, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que la Chine, maintenant, c'est 80% du solaire mondial, c'est eux qui le font. C'est le plus grand pollueur, mais il fait le maximum d'efforts. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, maintenant, on ne fait pas l'effort d'aller vers les voitures électriques et hybrides. On ne fait pas l'effort d'aller vers ces solutions de transition énergétique pour le climat, mais parce que c'est l'innovation, c'est la compétitivité économique, et celui qui ne va pas dans ce sens, qui veut retourner au diesel, au charbon, etc., il va perdre la bataille de ce virage. On en revient à cette économie climatique dont parlait tout à l'heure M. Kharouk, donc bilan plus ou moins, on va dire, mitigé, voire négatif de cette COP 2030. M. Kharouk, on va se recentrer un petit peu sur le royaume du Maroc et sur les mesures climatiques qui ont été justement mises en œuvre au Maroc. Au Maroc, nous avons un plan climat depuis un bon moment. Hein. Et on est dans la phase, je pense, qu'on est déjà dans la phase 3 de ce plan climat. Et puis aujourd'hui, sur le plan politique, c'est un travail sérieux qui se fait officiellement et avec une vitesse de croisière depuis 2010, hein, depuis la charte de l'environnement. Alors, le Maroc, nous avons d'autres problèmes. Hein. Le plan est beau, il est bien. Maintenant, pour le concrétiser, nous avons des difficultés. Souvent parce que ce plan, il a travaillé beaucoup sur l'eau et sur l'utilisation de l'eau. Alors que le problème n'est pas que dans l'utilisation de l'eau. Le problème, c'est de l'adaptation et de l'adaptabilité de toute notre économie, de notre culture, de nos comportements dans un climat qui évolue. Et ça, c'est pas vraiment le cas sur le terrain. Et donc, ça, on le voit dans l'agriculture en particulier. Et je parle d'agriculture parce que c'est le domaine le plus consommateur de l'eau. Pour rappel, en 2020, et c'est le rapport de l'HCP, le Haut Commissariat au Plan, en conditions normales. Hein. L'agriculture prend 85% de nos ressources. Hein. Et sur le plan juridique aussi, l'agriculture n'est pas très claire hein, dans le plan, dans la loi 3615 sur l'eau. Hein. Et donc, c'est un sérieux problème pour l'application de notre plan climat. Alors, il faut dire aussi que sur le terrain, on observe que on développe beaucoup l'agriculture dans des endroits où il y a un grand manque d'eau, comme c'est le cas de Sousse, comme c'est le cas aussi du Haouz. Alors que nous avons des endroits où l'eau est disponible, on peut l'exploiter beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui. C'est le cas de Loukous, c'est le cas de Sbou. Ce sont des bassins qui reçoivent beaucoup d'eau. Hein, et on a réussi, sous la crise de 2023, de faire transférer une partie de cette eau vers le bassin de Bourkrak, alors qu'on aurait pu le faire déjà auparavant. Alors, par l'occasion, sur le plan politique, la décision a été prise en 2012, hein, mais elle n'a été appliquée que sous la force de la sécheresse en été 2023. Alors, ceci dit que nous avons un plan, mais ce plan, il a besoin d'être accompagné par les lois d'accompagnement, aussi par comment on appelle ça, l'application, l'opérationnalisation des actions, j'imagine. Exactement, exactement.
exactement. Alors que cette sécheresse, cette dernière sécheresse, nous a donné une autre leçon dans notre comportement avec l'eau. Cette sécheresse n'est pas la plus longue ni la plus grande de notre histoire, mais elle est la plus qui a laissé le plus de dégâts sur l'économie et sur la société, vu que nous avons développé énormément d'activités basées sur l'eau. Et une partie de ces activités, je trouve personnellement que c'était des erreurs. Pourquoi des erreurs? Parce qu'on a développé l'utilisation de l'eau en se basant sur des ressources en eau qui étaient au Maroc en 2006 et 2016 et qui étaient exceptionnelles. Et à partir de là, on a développé des activités là où il n'y avait pas d'activité agricole, il y avait d'autres choses. Bon, on a enlevé les fonctions d'origine, on les a remplacées par une culture consommatrice de l'eau, et à partir de là, dans le temps où dans l'habituel, l'agriculture consommait autour de 5 milliards de mètres cubes. Entre 2006 et 2016, on avait la disponibilité dans les barrages, vu cette situation, je dirais, exceptionnelle, on avait plus de 16 milliards. Donc, on a utilisé les 16 milliards. Mais quand la pluie s'est arrêtée, on est entré à nouveau dans la sécheresse, les 16 milliards n'existent plus. Et donc, ce qu'on a fait développer avec cette eau ne peut plus fonctionner. Et à partir de là, on n'a ni la fonction d'avant, ni la fonction d'après. Et ça a été très lourd sur le plan social, sur le plan économique. À partir de là, je propose et je demande réellement au gouvernement, que ce soit celui-là ou ceux qui vont venir, c'est que notre réalité en ressources en eau, c'est notre climat. Il faut le voir tel qu'il est. Et donc, chaque plan, tel qu'il soit, il doit être adossé à cette ressource réelle. Il ne faut pas demander ce qu'on n'a pas, mais il faut voir comment on va développer ce qu'on a en le conservant, parce que si on ne le conserve pas, on se trouve directement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le stress. Le stress n'est pas une fatalité. Le stress, c'est une conséquence, ni plus ni moins. Le stress, c'est qu'on a comme ressource d'eau, par exemple, au niveau national, 22 milliards, mais nous, on utilise 50 milliards. Ça amène directement au stress. C'est ça le stress, l'origine du stress. C'est pas que l'eau nous a manqué. L'eau n'a pas manqué par rapport à ce qu'il a été. Certes, dans les années 80, il a baissé, mais au-delà de 2005, ça a augmenté. S'adapter, donc, Monsieur Kharouk, vous parlez de nous adapter à cette nouvelle réalité et aux ressources en eau qui sont aujourd'hui existantes au Maroc, mais dans une vision bien évidemment long-termiste pour pouvoir perdurer dans le temps. Vous parlez d'une optimisation aussi de la ressource en eau. Monsieur Qsiri, si je devais vous relancer là-dessus, justement avec les récentes précipitations qu'on a eues suite à quasiment 7 années de sécheresse, on n'avait plus d'espoir, mais visiblement les vannes du ciel se sont ouvertes. Oui. On a eu un mois de novembre qui était correct. Cette fin d'année de décembre, je pense que les barrages elles ont pu être remplies à nouveau. On est dans les 37%, je parle sous votre contrôle actuellement. Donc, quelle perspective, au vu de la situation actuelle, suite à ces dernières pluies, est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'une activité normale ou c'est l'occasion, comme le disait actuellement M. Kharouk, de réadapter tout notre processus agricole et notre agriculture en fonction de nos ressources actuelles pour pouvoir pérenniser dans le temps la production agricole? Oui, effectivement, c'est une très belle fenêtre qu'on a durant ces mois-là avec des précipitations qui apportent vraiment une eau très attendue, aussi bien pour les barrages que pour la nappe phréatique qui est en train de se recharger, bien sûr très lentement, mais réellement. Et donc, on ne peut que se réjouir parce que ça nous permettra d'avoir non pas de l'eau uniquement pour cette année, mais pour stocker pour les 5 ou 6 prochaines années. Parce que ces fenêtres, le GIEC, il avait toujours parlé qu'il peut y avoir une augmentation de précipitations. On l'a vu parfois dans la région de Draat Filet, les barrages se remplissent en premier. Parfois, on a vu les inondations
des Émirats de l'Arabie Saoudite avec des grêles, c'est énorme. C'est-à-dire donc, cette perturbation, ça ne veut pas dire une sécheresse en continu ou des précipitations en continu. Ça veut dire un dérèglement. Il peut y avoir une sécheresse qui peut durer 5-10 ans. Il peut y avoir des précipitations qui durent avec une intensité, mais on n'a plus les saisons qu'on connaît dans la Méditerranée. Mais il y a un enseignement à tirer, justement, de ces 6 dernières années. C'est ce que disait actuellement M. Kharrouk. Il faut absolument tirer les enseignements et ne plus lâcher. Il faut garder le cap. Et entre cette possibilité, on doit l'exploiter au maximum. Donc, il faut absolument que cette ressource soit bien utilisée. Et donc, ça a été dit par Kharrouk, on ciblait 1 million de hectares d'irrigation, on est allé à 2 millions. Et pour aller à 2 millions, on n'a pas utilisé uniquement les eaux superficielles, mais on a surexploité la nappe phréatique, qui représente une eau stratégique. Parce que la nappe phréatique, ce n'est pas uniquement pour l'humain, mais c'est aussi pour nos forêts. Parce que les racines des arbres, lorsqu'il n'y a plus de pluie, il n'y a personne qui va les irriguer comme dans les champs et dans l'agriculture. Il faut absolument laisser la nappe phréatique utilisée parce que sans forêt, il y a érosion du sol, donc il y a envasement, mais il y a aussi perte des sols. Et le climat devient encore plus sévère en absence des forêts. Et donc, il faut garder cet équilibre qu'on a au Maroc. Et donc, les contrats de nappe n'ont pas marché parce que c'est trop volontaire. Il faut absolument qu'il y ait une certaine obligation à partir d'un certain niveau d'exploitation des nappes. Il y a des systèmes de gouvernance qui n'ont pas marché. Il y a des espèces qu'on ne peut pas autoriser ici et là ou pendant une certaine période. Et ce surplus d'eau récemment, en tout cas, qu'on a eu récemment, est-ce qu'il peut suffire à compenser les 7 années de sécheresse consécutive? Oui, c'est sûr. On peut l'utiliser comme on veut pour une année, mais on peut l'utiliser de manière optimisée pour 6 ans. Surtout lorsqu'on sait que 6% de l'eau potable dont on a besoin à 8%, donc ce n'est pas énorme. Donc minimum. Il faut aussi sécuriser l'eau pour le bétail, il faut sécuriser l'eau pour les arbres fruitiers, pour lesquels les agriculteurs ils ont investi, et pour les forêts. Ça, c'est essentiel de les garder. Après, il y a un débit écologique pour laisser aux autres espèces, mais là, l'économie de l'eau doit devenir obligatoire, doit devenir généralisée, et non pas uniquement une centaine de milliers de hectares, alors qu'on a 1 million, 1,5 million de superficie irriguée. Il faut changer le modèle agricole et je crois que le ministère de l'Agriculture, il a conscience, il est en train de changer et comprendre que l'entreprise agricole n'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise qui utilise un bien commun. Elle doit absolument, l'intervention de l'État doit être réelle et forte pour sécuriser les agriculteurs entre eux, mais aussi l'ensemble de l'écosystème avec tous les êtres vivants, l'économie, bien sûr, qui en dépend. Et parce que les solutions que l'État a fait, il faut la saluer, l'État et le ministère de l'Équipement et de l'eau, parce qu'ils ont fait un effort exceptionnel avec le transfert de l'eau. Ils sont en train encore de le poursuivre. Ils ont fait un effort pour le dessalement de l'eau de mer avec le ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est un effort qui est exceptionnel. Mais ça coûte encore plus cher et il faut absolument aller vers l'économie circulaire. On doit avoir une loi parce qu'on doit limiter la pollution de l'eau et on doit réutiliser les eaux qui sont déjà utilisées et polluées. Pour sauvegarder justement cette ressource devenue de plus en plus rare qu'est l'eau et puis optimiser son utilisation, comme le disait M. Kharrouk tout à l'heure, il y a des choix qui doivent être faits. M. Kharrouk, cette année 2025, il y a eu le débat. Vous parliez tout à l'heure de cultures actuellement au Maroc qui sont énormément consommatrices en eau. Le débat a été suscité. Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'éloigner de certaines cultures et aller vers des cultures plus résilientes, quitte à abandonner définitivement certaines cultures très consommatrices en eau, comme la pastèque, comme l'avocat, vous nous donnerez d'autres exemples peut-être. Alors, pour répondre à votre question, je préfère revenir à une remarque que vous avez faite auparavant, c'est qu'on avait perdu l'espoir. Pas les scientifiques. Nous savons qu'au Maroc, la sécheresse est structurelle. Elle est structurelle vu la structure globale du climat. Elle n'est pas devenue structurelle, elle était structurelle. Et donc, la règle au Maroc, c'est la sécheresse. Mais cette sécheresse a toujours été suivie par le retour de l'eau.
Et c'est ça la preuve, c'est que notre histoire, s'il n'y avait pas ce retour de l'eau, il n'y avait pas le développement de la nation marocaine, il n'aurait pas eu le développement de la civilisation marocaine, ni du grand pouvoir historique du Maroc. Et donc, il faudrait rappeler ça, c'est que la sécheresse, malgré qu'elle dure, hein, elle sera suivie par le retour de l'eau. Sauf si ces structures évoluent autrement avec le réchauffement climatique, et ça, on peut pas l'imaginer aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, cette sécheresse que nous avons vécue doit être une référence pour nous. Cette référence, il y a beaucoup de leçons à faire tirer. Mais la principale pour moi, hein, c'est que pour permettre à notre pays de se développer, il faudrait essayer d'optimiser ce que nous avons, hein, et pas l'épuiser. Alors, vous avez parlé de l'agriculture puisque c'est le secteur le plus consommateur de l'eau. Je pense qu'il ne faut pas aller directement à interdire ou à ne pas faire, hein, mais seulement au moins ne pas faire, ne pas développer ces agricultures là où il n'y a pas d'eau, comme par exemple la pastèque à Zagora. C'est la catastrophe, la pastèque à Zagora. Hein. Et ça, j'en ai parlé profondément depuis longtemps avec les responsables. Eux aussi, ils ne sont pas convaincus, mais apparemment, on ne sait pas qui décide. Hein. Et ça, c'est très important. Et il y a aussi cette question de l'avocat. L'avocat, il consomme beaucoup d'eau. Là où nous avons de l'eau, hein, nous avons un surplus d'eau, comme c'est le cas et c'est pas grave, si ça rapporte suffisamment si ça crée des postes d'emploi et si ça rapporte de l'argent de l'étranger, pourquoi pas? Mais pas là où il n'y a pas d'eau, n'est pas question. Nous avons aussi la question de la banane. Hein. La banane, on ne prend pas en considération ce qu'on est en train de faire. La banane est une culture, est un fruit des pays qui reçoivent au-delà de 1200 mm par an. C'est pas notre pays. Et donc, si on développe des serres pour augmenter l'humidité et la température pour développer ce fruit, moi je me demande quelle est la valeur ajoutée de ce produit dans l'économie nationale, dans la culture alimentaire nationale. C'est un grand problème. Et donc, c'est au gouvernement de revoir sa politique. Hein. Les investisseurs doivent s'adapter, doivent être dans la réglementation de l'État et pas l'inverse. Hein. Bienvenue à tous les promoteurs qui développent l'agriculture, qui développent autre chose, mais dans le cadre des accords et des lois qui existent déjà. Par exemple, le comportement avec la sécheresse. Hein. Nous n'avons pas de loi qui réglemente la sécheresse. Hein. Je pense que la chose la plus simple, c'est que d'avoir une réglementation de l'eau normale, telle qu'elle existe, mais ça, c'est le plan zéro, si vous voulez. Hein. Quand on entame la sécheresse, il faudrait qu'il y ait un plan A. Et quand on est dans la deuxième année de la sécheresse, il faudrait qu'on entame le plan 2 ou le plan B, etc., et ainsi de suite. Et de cette manière, tout investisseur sera conscient de la réglementation nationale. Et en cas de retour de la sécheresse, il va y avoir quelques produits trop consommateurs d'eau qui ne sont pas stratégiques pour le pays, qui seront arrêtés. Hein. Merci pour ces recommandations. Merci pour ces recommandations, M. Karouk. Mais on arrive déjà au terme de cette émission et j'aimerais donner le mot de la fin à M. Qsiri pour parler justement des perspectives actuellement pour l'année 2026 qui s'annonce demain. En réalité, avec ces pluies, on a beaucoup d'espoir. Et 2026, on espère que la gouvernance s'améliore. Et Sa Majesté a donné l'orientation d'un nouveau modèle de développement qui a parlé de beaucoup d'ingrédients essentiels. Pour l'eau et la transition énergétique et le climat, je dirais d'abord, premièrement, il faut absolument que la Commission du climat et développement durable, comme ça a été dit par la Cour des comptes, ait plus de force et de poids pour intégrer toutes les recommandations des scientifiques dans toutes les stratégies et politiques. Il faut que le plan d'adaptation
national qui est juste des orientations. Il faut qu'il soit généralisé au niveau territorial, mais qu'il soit opérationnel et intégré dans les politiques des territoires et impliquer tous les acteurs, les médias, la société civile, les scientifiques, les élus, le privé. Ça ne se fait pas. Et donc, comment on peut s'adapter? La gestion des crises, des risques, la même chose. Il faut absolument impliquer tout le monde. Donc, c'est soit des syndicats, soit des opérations comme ça a été fait par la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, qui est dans la loi 3615 et qui exige que les populations soient accompagnées par les informations scientifiques sur leurs ressources. Et après, ils doivent débattre avec les structures institutionnelles et étatiques. Et là, avec leur débat, la GIR, qui a été appuyée par l'Union européenne au niveau des OASIS, ça permet d'avoir un plan GIR. Ce plan de gestion intégrée des ressources en eau, c'est un plan et des citoyens et de la population. Et c'est comme ça qu'ils peuvent gérer ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut accepter quelques plantations gourmandes en eau pendant un certain temps? Et quand est-ce qu'on va les arrêter? La population doit faire partie. Et aussi les retombées de ces gains d'export doivent apparaître sur le territoire. Ça n'a aucun sens qu'un territoire reste très vulnérable alors qu'il y ait quelques plantations qui utilisent le maximum d'eau et qui donnent des revenus supérieurs par rapport à une minorité. Il faut absolument qu'il y ait une justice climatique aussi. Les indices qu'on a faits, on a besoin qu'ils soient inscrits dans la stratégie nationale bas carbone. Elle est là, elle est extraordinaire et tout le monde a participé. Il faut l'actualiser et la libérer. Le Maroc, il a les institutions, il a l'expertise, il a la gouvernance, il a l'orientation. Il faut absolument sortir de l'inaction, sortir du retard et aller vraiment vers les territoires, vers la population, parce que ce sont les deux publics cibles sur lesquels on doit mesurer l'impact de l'adaptation, de la résilience et de la lutte contre les changements climatiques. Merci à vous, Monsieur Abdelrahim Qsari. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, membre également du CESE. Et puis, merci à vous également, Monsieur Mohamed Saïd Kharouk, d'avoir été notre invité. Je peux ajouter un mot sur 2026. Un dernier mot, très rapidement. Oui, s'il vous plaît. Vu les conditions actuelles au niveau planétaire, les conditions climatiques, je pense que la pluie va se prolonger pendant toute cette saison d'hiver et c'est une très bonne chose pour les ressources en eau au Maroc. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, Monsieur Mohamed Saïd Kharouk. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca et également ex-membre du GIEC, en espérant effectivement que les pluies se poursuivent durant l'année, en tout cas pour l'année en cours. Merci à vous, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et puis c'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée.